Toc. Et c'est parti. Alors, attends, je vais voir si je peux faire ça plutôt. Hop, pour l'enregistrement. Donc c'est un nouveau format que j'avais envie de proposer un peu cette année qui fait un peu, je parle de sujets que je trouve intéressants. Je vous avoue que quand j'ai créé les thèmes, je les ai créés sans trop savoir ce que j'allais mettre dedans. Donc c'est plus que l'idée m'intéressait, donc ça déclenche un peu une envie d'en parler. Ça reste des lives que j'ai envie de voir un petit peu interactifs. Je vais parler de quelques trucs, on va poser quelques échanges de temps en temps, puis il y aura un espace un peu questions-réponses si vous avez envie de parler de là où vous en êtes, des sujets par rapport aux sujets qu'on aborde dans ce live. On aura un petit espace pour en parler à la fin. Ça vous va dans l'idée? Je vous entends pas, je vous vois pas trop, donc est-ce que j'ai Ça branché nous mon va, oui, casque? ça J'ai nous eu un va. doute. Eh ben non, c'est que j'ai pas branché mon casque, c'est pour ça que je vous entends pas. Ah. Je suis pas très bien réveillé. Attendez, c'est bon. Normalement, est-ce que quelqu'un peut parler juste? Salut, bonjour tout le monde. Ah voilà, merci. Ouais, Salut. je me disais, il me laisse tout Bonjour. seul et tout. Merci. Non, t'es pas tout seul. Donc voilà pour l'idée. Et pour cette première, j'avais envie de parler de galère, parce que je trouve que dans les gens, c'est un peu biaisé, hein, parce que dans les gens que j'accompagne, et puis dans l'environnement général, même en dehors des thérapeutes, des coachs des gens, l'inflation, la crise, la rentrée, il y a pas mal de gens qui sont un peu en galère. Et donc je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant pour sortir de ça à la rentrée. Déjà, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette idée de galère? Je suis resté vague exprès. Impuissance. L'impuissance, ouais, justement, on va y venir. Ça recommence sans cesse. Ouais, exactement. Le fait de ne pas être aligné, Ouais, il y a ça, l'incertitude, la tête sous l'eau. Ok, je réponds, je lis le chat en même temps. Ouais, il y a un des aspects importants de la galère, je pense. Parce qu'il y a la galère ponctuelle. Genre, bah, j'ai perdu mon portefeuille ce week-end. Donc c'est la galère. Voilà, c'est une gentille galère. Je refais juste mes papiers, mes cartes bleues, rien d'extraordinaire. Et puis il y a les galères qui durent dans le temps et qui se répètent, qui sont un peu plus. Et il y en a qui sont vicieuses parce que il y a des gens qui galèrent, mais ils savent pas qu'ils galèrent. Ça vous parle? C'est des gens qui rament un peu, qui essayent tout le temps des nouvelles choses. Il y en a beaucoup chez les. Souvent dans ceux qui veulent changer de métier, etc. Et puis surtout que les raisons d'une galère, elles sont multiples. Ça demande, pour en sortir, souvent une bonne connaissance de soi, un peu de travail sur soi. Si vous faites du bruit, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a de l'écho. Comme vous êtes nombreux, je ne sais pas qui c'est. J'ai trouvé. Euh, Par exemple, il y a des gens, ils vont rester dans un travail qui leur plaît pas. C'est pas le problème, c'est pas le travail. C'est peut-être parce qu'ils ont peur de l'inconnu, parce qu'ils osent pas, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ont une liste de peurs longue comme le bras ou de besoins. Et ça peut être aussi des valeurs. Céline, on t'entend. Hop. Qui sont problématiques. Le problème, c'est que c'est les effets de la galère de ce truc-là, c'est que ça s'empile. Ça fait des mécanismes. Comment ça s'appelle Je cherche le nom. J'avais écrit un article là-dessus sur l'effet d'empilement. En anglais, c'est the compounding effect. Et donc, on galère un petit truc, on cherche une solution, on trouve une solution efficace, et on empile, et on finit par avoir des problématiques qui se multiplient sans cesse. Alors évidemment, il y a plusieurs types. Il y a les galères affectives. J'arrive à rencontrer personne, ou je suis dans un couple qui est compliqué depuis des années. C'est ce qui crée un cercle vicieux et qui a en plus des impacts sur le reste. Si j'ai un problème dans mon couple, souvent j'ai des effets sur mon travail. Si j'ai des problèmes dans mon travail, j'ai des effets sur les enfants, sur les relations affectives, sur le couple, etc. Et donc ça tourne dans un cercle vicieux qui se multiplie un petit peu sur tous les domaines de la vie. À mon sens, identifier la cause interne et ou externe de la galère, c'est déjà un travail important. C'est le plus important, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. T'arrives jusque-là?
Des questions? J'évoque rapidement les idées, puis après on échange sur le sujet. Ok? Parce que le problème majeur dans ces trucs qui durent dans le temps, qui gèrent d'un... Ah, je mets un peu de côté les choses qui sont liées à l'extérieur. Pourquoi je prends l'exemple là. Il y a un séisme, ta maison s'effondre, tu perds des gens de ta famille, un peu comme au Maroc, c'est la galère, mais c'est pas quelque chose qui est interne, c'est pas quelque chose qui dure forcément dans le temps au sens c'est ponctuel, c'est un événement extérieur. On parle vraiment plus des galères qui sont j'ai pas d'argent depuis des années, j'ai toujours galéré avec l'argent, j'ai toujours eu des problèmes de coûts, j'ai du mal à trouver du travail, à me sentir bien dans mon travail, dans mon couple, qui sont les piliers comme ça qui sont souvent issus de quelque chose d'interne. On est OK avec ça? Donc, le problème, c'est que des fois, c'est un manque de compétences, le problème. Un manque de connaissances, de compétences, de travail, de mise en pratique. Souvent, comme dans beaucoup d'entre vous qui sont là, les thérapeutes qui débutent, etc., c'est pas des peurs de réussir, la peur de l'échec, de pas oser, la timidité, c'est pas ça le problème. C'est juste question de compétences et de pratique. D'accord? Et des fois, les gens sont en galère parce qu'ils vont chercher à l'intérieur d'eux des solutions qui ne peuvent venir que dans une démarche d'apprentissage, de travail, et qui font partie du mécanisme d'apprentissage. OK? Sauf que comme on essaye d'éviter ça, on galère et on se cherche une solution interne. Ça, c'est un peu plus rare, mais c'est quand même assez fréquent. Et puis, il y a les galères qui sont des blocages émotionnels. Et il y a un type de galère, je trouve, qui n'est pas souvent évoqué, de problèmes, parce qu'on va évoquer les problèmes émotionnels qui sont plus liés à un travail personnel, un travail thérapeutique, problèmes de compétences et techniques, ce que je viens d'évoquer. Et il y a aussi des problèmes d'attitude. D'accord? On pourrait argumenter sur le fait que les problèmes d'attitude sont des problèmes émotionnels, mais l'attitude, c'est plus que moi je mets dans tout ce qui est la victimisation, la position de victime, la posture, le travail sur le corps, sur la présence. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, ça a un lien avec les enjeux émotionnels, mais c'est pas tout à fait le même axe de travail. Ok, je peux être ok émotionnellement avec moi-même, m'accepter, m'aimer, ce que vous voulez, être bien. Je peux avoir les compétences qu'il faut. Par exemple, si je veux développer un cabinet, lancer une activité, faire ce que vous voulez, mais avoir une posture, une attitude qui donne pas envie aux gens. Tu sais? Et comme dans la société d'aujourd'hui, les gens disent pas vraiment ce qu'ils pensent, on n'a pas toujours le feedback sur ça, on n'a pas le retour des gens qui nous disent vraiment ce qu'ils pensent. Et donc, on se maintient dans un système qui nous fait chercher ailleurs que là où il y a vraiment de problème. Parce que très souvent, pour changer, on appelle ça la fenêtre de Johari en psychologie, on a besoin d'un avis extérieur clair et net qui nous dit où est-ce que ça déconne chez nous. Ok? Suivez. Pensez à couper vos micros. Donc, pour ceux qui connaissent, je vais vous partager vite fait je trouve. Attendez. Je vais faire ça plutôt. Voilà. Vous voyez mon écran, j'imagine? Ah! Vous voyez, non? Non, vous voyez plus là. Je vous entends pas, moi. Non, on voit plus. Ah, voilà. Attendez, share, tac. Là, vous voyez. Oui, c'est bon. Yes. Ouais. Donc, c'est plus le modèle merci vite fait. Pour ceux, il y en a pas qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, c'est un modèle que j'ai créé dans une formation expert du questionnement et qui représente un peu les différents aspects, pour moi, du changement. Je pense que les comprendre, ça aide à voir là où on a besoin de travailler, comment on peut évoluer personnellement, sans s'enfermer dans les biais, justement, du bien-être, du travail personnel, du développement personnel, et de la spiritualité, etc. Donc, c'est un modèle merci. Le merci, ça représente des lettres. Donc, il y a le M
Pour marquer, ça veut dire que, en fait, c'est un cadran. C'est les façons dont on a changé. On peut changer parce qu'on a été marqué par un événement. Je prends l'ascenseur, les freins lâchent, phobie de l'ascenseur. Un événement clair, unique et identifié m'a marqué, a créé quelque chose au niveau amygdalien, au niveau cérébral dans mon cerveau, qui fait que j'ai une certaine réaction. J'ai été marqué par un événement. Ça peut être négatif comme ça peut être positif. Il y a des gens que j'avais envoyés qui venaient en cabinet. J'ai dit, bah tiens, allez faire un tour en hôpital pour enfants, discuter un peu avec les gens qui sont là-bas et revenez me voir. Et leur problème était parti. Parce qu'on relativise notre problématique, notre souffrance, ça change la perspective sur le monde et sur les choses. Parce qu'un événement nous a marqué. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Bim. Ensuite, on peut être conditionné. Conditionné, on va retrouver tout ce qui touche le conditionnement. Donc, on retrouve Pavlov, Skinner, etc. Donc, c'est tous les conditionnements qui viennent de la vie, de l'éducation et du système. D'accord ? J'ai été conditionné par ce que m'ont dit mes parents, mes grands-parents, par l'école, par les amis, l'entourage, quand j'étais petit, les relations affectives, les styles d'attachement, tout ça, c'est des conditionnements qui fait qu'on a des comportements qui sont totalement en dehors de notre conscience, sur lesquels on n'a pas la main. Il y a le conditionnement pavlovien, qui est une réaction purement automatique. Et le conditionnement opérant, c'est celui plus de Skinner, où on est... si je fais ça, j'obtiens ça. Et donc, si c'est une récompense, je me dis, quand je fais ça, ça c'est bien. Et si c'est quelque chose de désagréable, on se dit, quand je fais ça, ça c'est pas bien. Et donc, j'arrête de le faire. Et donc, on est conditionné comme ça tout au long de la vie. Dans le conditionnement, c'est là que souvent, les outils comme l'hypnose, l'EFT, le MDR sont les plus intéressants. Parce que c'est là qu'on va déconditionner des automatismes qu'on ne peut pas travailler avec la conscience, lire des bouquins, etc. C'est des choses qui sont complexes. Ou alors, il faut les travailler dans le temps, et ça peut prendre beaucoup de temps de déconditionner ce type d'automatisme. On a un des piliers les plus importants, selon moi, forcément, c'est ma vision, qui est le pilier d'évolution personnelle, où là, on est sur la connaissance de soi, le travail sur la spiritualité, la culture, le savoir, la connaissance, apprendre des choses, développer sa philosophie de vie. Donc, c'est un gros package qui regroupe pas mal de choses. On est souvent sur un pilier qui prend du temps, qui demande de l'expérience, de tester des choses, d'être OK avec de se connaître, l'intégration de soi, la connaissance de soi, l'acceptation, etc. Et il y a le pilier influencé, qui est l'environnement extérieur. Donc, soit humain, donc les gens, les amis, l'entourage, soit physique, d'accord ? Parce que notre environnement physique, forcément, a un impact. On ne vit pas la même chose si on habite à côté d'une autoroute qui fait du bruit en plein Paris, j'en sais rien, et à la campagne, ou dans une maison en bordel, mal rangée, que dans un espace où on a plus de tranquillité. Ça, c'est pas mal d'études sur ce sujet-là, et très souvent, les gens négligent cet aspect, et en fait, ces piliers-là sont interactifs, d'accord ? Surtout les trois, là, influencer, évoluer, conditionner. C'est que si mon environnement extérieur n'est pas idéal, il va me conditionner et ralentir mon évolution, etc. Donc tout est lié. Hein, okay, le marqué, un peu moins, on est plus sur les traumas clairs et identifiés, en fait, d'être marqués. Et il y a le dernier pilier, qui est la responsabilisation. C'est qu'on ne peut pas y avoir de changement si le pilier responsabilisation n'est pas acquis. La responsabilisation, c'est pas de la responsabilité, hein, c'est pas de se dire c'est de ta faute, etc. Mais c'est de se dire, ok, c'est la prise de conscience. J'accepte que j'ai un problème. Ce problème-là, il est de ma responsabilité, même si j'ai pas eu de parents, j'ai été abandonné, j'ai galéré, j'avais pas d'argent quand j'étais petit, et tout ce que vous voulez, enfin toute l'histoire de vie de chacun n'est pas un sujet au sens, évidemment, je dis pas que c'est pas important, mais dans la responsabilité, c'est pas un sujet. On fait comme si le changement ne pouvait venir que de nous, que de notre décision et que de l'interne. Okay. Et ça demande ce que moi j'appelle l'honnêteté brutale. De pouvoir se regarder dans le miroir et dire, ok, j'ai un problème. Ça vient forcément de quelque chose qui est en moi. Comment je fais pour que ça change ? Même si c'est pas vrai, hein, même si c'est ça qui est important, cette nuance. C'est une forme de foi dans le mécanisme de la responsabilisation. C'est de se dire, même
S'il y a des éléments extérieurs qui font que j'ai galéré, j'ai rencontré quelqu'un, c'est un salaud, machin, le travail, la conjoncture, l'économie, ce que vous voulez, c'est de te dire, ok, il y a quelque chose en moi qui déclenche, qui génère cette situation dans laquelle je me mets, et surtout si elle se répète, c'est quoi? Et cette première démarche de commencer par soi est déjà thérapeutique. Et ça a l'air facile à faire, parce que les gens le font, mais souvent ils vont le faire un peu de façon accusatrice en extérieur. Et donc on reste en faisant ça en position de victime, et donc c'est pas toujours évident. Donc là j'ai mis pour la vidéo quelques détails de ce que chaque pilier représentait. Ok. Voilà, je vais couper ça. Est-ce qu'il est passé mon truc? Hop là. Et donc, je regarde s'il y a des questions. Il y avait des gens qui attendaient, je n'ai pas vu. Donc, un des premiers essais, je pense, de savoir comment, si vous êtes en galère, si vous êtes des schémas qui se répètent, si vous préférez, le galère est un mot fort, mais ça touche tous les schémas répétitifs. À quel endroit, quel est le pilier qui pose problème? Alors souvent, on peut avoir besoin d'être accompagné pour ce genre de choses. Et de ne pas tomber dans le piège de dire « Ah oui, mais c'est un conditionnement, ah oui, mais c'est un trauma quand j'étais gamin », parce que ça, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vont s'enfermer pendant 15 ans en thérapie sans qu'il y ait rien qui change. Pas négliger l'aspect évolution, mais le problème de l'aspect évolution personnelle, c'est que ça prend plus de temps, c'est un peu plus long, et souvent on est pressé, donc on n'a pas envie d'y aller. Et surtout, le rôle des relations, c'est presque un chapitre entier que je voulais aborder dans ce live. Vous connaissez tous la toxicité relationnelle, etc. Dis-moi de qui tu t'entoures, je te dirai qui tu es. Le problème de ça, c'est qu'on n'a pas toujours la main là-dessus. Et donc, faites attention à vos amis. Faites attention à votre famille, pour ceux qu'on en il ne s'agit pas de supprimer son entourage, mais de faire attention à qui on parle de nos projets, de nos problèmes, et de ne pas trouver des gens qui nous supportent, mais des gens qui nous portent. D'accord? Parce que très souvent, dans les gens que je connais, ils me disent « Ah oui, moi je suis soutenu, je me sens soutenu. » Oui, mais les gens qui sont souvent en galère, ils sont dans un soutien de gens qui maintiennent un peu cette position de galère, cette position de victime. Il y a plein d'enjeux relationnels qui peuvent être assez complexes autour de ça. Même les meilleurs amis du monde peuvent ne pas avoir envie inconsciemment de vous voir évoluer, changer et réussir, parce que c'est comme ça qu'ils ont appris qu'ils vous aiment. Et puis si vous changez, il y a un mécanisme inconscient dans les relations qui font que les gens se disent « Bah oui, mais si l'autre il change, il faut que moi aussi je change. » Tout ça, c'est inconscient. Hein. Et ça crée plein de systèmes qui maintiennent les mécanismes en place. Et donc cette responsabilisation-là, dont je parlais tout à l'heure, cette prise de conscience, dire ok, il y a quelque chose en moi et autour de moi, dans le pilier influence, qui peut poser problème, lequel? Et bien faire attention, c'est pour ça que je fais la nuance entre les gens qui vous supportent et les gens qui vous portent. Votre entourage, si vous voulez sortir de quelque chose, c'est des gens qui vont vous porter, et donc c'est des gens qui sont capables de vous dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient chez vous, de ne pas vous laisser vous enfermer dans vos systèmes, et qui ne cherchent pas en vous une compensation de quelque chose de personnel. Tu sais ? J'ai conscience que rien que ça, c'est un vaste sujet. Hein. À mon sens, c'est un des premiers aspects qu'il faut explorer. C'est l'entourage. Les premiers aspects qu'il faut explorer. Hop là. Quand vous venez en live, pensez à mettre des casques. Donc, ça va jusque-là. On fera question à la fin. Donc l'idée, c'est comment on fait pour sortir de ça. Alors, j'ai déjà donné quelques indices, évidemment, mais j'ai conscience que c'est beaucoup plus simple d'en parler que d'en sortir. Hein. Mais la clé, c'est la responsabilité dont on a parlé tout à l'heure. L'honnêteté brutale, j'appelle ça. C'est être capable de se regarder avec une franchise sans embâche dans le miroir. Là encore, le piège, c'est pas une franchise où, de toute façon, je suis nul, je suis une grosse merde, j'arrive à rien, nan. C'est une qui va voir au-delà de ça,
qui va regarder qu'est-ce qui déconne chez nous, dans notre attitude, nos comportements, notre façon d'être, nos façons de parler, le physique, les émotions, enfin, un aspect complet de notre chemin. Un bon exercice que je donnais, qui est assez connu, s'appelle la roue de la vie, je crois, un truc comme ça. À regarder. Je n'avais pas pensé à en mettre, mais ça me vient là en le faisant. C'est d'explorer tous les aspects de la vie et de se noter dessus de 1 à 10. Je ne sais pas si vous connaissez. Par exemple, l'aspect, la gestion des émotions, la spiritualité, le rapport au corps, à la santé, le rapport à l'argent, le rapport à l'amour, le rapport à l'amitié, le rapport aux relations affectives en général, le rapport au travail, etc. Et de 1 à 10, vous dites, OK, là, je pense que je suis, je sais pas moi, à l'aise avec l'argent à 7 sur 10. Okay, je suis à l'aise avec mes émotions, je me connais bien, machin, à 8 sur 10. Avec le corps, le poids, la santé, 4 sur 10. Vous voyez, ce genre de choses. Au niveau spirituel, à quel point je suis évolué. Et ça demande de bien se connaître, de faire ça. C'est comme les sondages ou les tests en ligne sur Internet. C'est que si vous vous connaissez mal, vous répondez mal à ce genre de questionnaire. Et donc, le questionnaire ne sert à rien, ne fait que renforcer un système négatif. Donc, souvent, c'est pas mal de le faire vérifier par quelqu'un qui vous connaît bien. Parce que si quelqu'un qui vous connaît bien, vous mettez, bah moi je suis à l'aise avec l'argent à 7 sur 10, et que vous dit, avec votre pote à côté, il fait, n'importe quoi, t'as des problèmes depuis des années que ça vous évite le déni ou les œillères qu'on a parfois, dont on n'a pas conscience. Une fois que vous avez regardé la liste des notes sur lesquelles vous êtes noté, ok, l'axe de travail pour sortir de la galère est probablement celui où la note est la plus basse. D'accord ? C'est-à-dire que même si, par exemple, vous êtes indépendant, vous galérez, vous n'avez pas de clients, vous manquez d'argent, et donc vous avez peut-être un rapport à l'argent, machin, le travail, ça va pas trop, mais que c'est le corps qui est le plus bas, c'est le corps qu'il faut bosser. Vous suivez ? Parce que ça crée un effet... déjà, ça a un effet intéressant, c'est que ça évite de s'enfermer dans un piège où on va lutter contre soi-même dans un système dont on n'arrive pas à sortir depuis des années. Par exemple, si vous galérez depuis 2-3 ans à trouver des clients, à développer une activité, à changer de travail, ce que vous voulez, si vous insistez dans ce domaine, le problème c'est que vous êtes tellement dedans depuis longtemps que vous cherchez des solutions, on est enfermé dans un système de solutions inefficaces qui vont renforcer le problème. L'intérêt de sortir de ça, ok, l'axe de travail, ça peut être plutôt... le couple, les relations affectives, le corps, ce que vous voulez, la spiritualité, c'est que ça vous sort de cette prison d'automatisme dans laquelle vous êtes enfermé. Et le deuxième effet, c'est que ça a des enjeux, c'est des effets systémiques. C'est ce qui se joue dans le rapport au corps, alors, se joue probablement dans le rapport au professionnel, se joue probablement dans le rapport à l'affectif, etc. Donc tout est relié entre eux. Et pouvoir travailler sur un qui n'a l'air de rien, mais qui est mal noté, va vous faire monter tous les autres. Vous avez compris l'idée ? Je reviendrai là-dessus après, si ce n'était pas clair. Un deuxième pilier qui est apprendre à se connaître. Donc moi, c'est ce que je bosse depuis des années, que je communique avec les formations que j'ai sur expert du changement, expert du questionnement. À mon avis, c'est un des piliers les plus importants, mais vraiment se connaître. Donc c'est le pilier d'évolution. On travaille sur les relations, ça on a déjà évoqué. Trouver un mentor, un coach, un thérapeute, etc., mais qui ne laisse pas vous enfermer dans le truc. À mon sens, il y a aussi des choses que les gens savent mais ne font pas, c'est la tenue d'un journal personnel, l'écriture quotidienne. C'est écrit beaucoup partout dans les outils de travail. L'exercice de gratitude, ça a l'air un peu con quand on dit ça. C'est un peu néo-spirituel, un peu bobo à la mode, l'exercice de gratitude. Mais il y a des vraies recherches sur l'intérêt de la gratitude, de se poser le matin, d'écrire sur 3 choses sur lesquelles on est reconnaissant, etc. Le soir avant de se coucher. Le matin, vous vous réveillez, vous prenez 5 minutes et vous déchargez toutes vos émotions négatives sur du papier, ou le papier à la main, c'est pas mal, sur du texte. Tout ça, il y a pas mal de recherches sur ce sujet-là qui montrent les effets positifs sur l'état émotionnel, sur l'attitude, sur la posture, sur le regard sur la vie, sur la spiritualité, etc., sur la façon de voir le monde, qui sont des impacts importants. Mais comme ça a l'air simple, les gens ne le font pas. Parce qu'on a tendance à se dire que si on a un gros problème, il faut un gros truc pour nous aider à le résoudre. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça fait 20 ans que tu galères avec l'argent, tu dis « Attends, je peux pas changer ça en écrivant 5 minutes par jour le matin en faisant de la gratitude. Prends-moi pour un con aussi. » Les gens se disent ça, d'accord ? Donc les gens ne le font pas. Alors que c'est l'accumulation de petites actions comme ça qui font
qui fait qu'on va justement progresser, évoluer dessus. Il faut bien comprendre que, à mon sens, si vous êtes dans une galère ou si les gens qui écoutent sont dans un truc qui est là depuis longtemps et qui se répète, c'est probablement pas quelque chose qui va changer en une séance quelque part. On est plus dans quelque chose qui va prendre un peu de temps, qui est un enjeu systémique, ça veut dire que ça va toucher plusieurs aspects de soi, plusieurs problématiques, et donc qui va prendre en général plus un axe d'évolution personnelle. Mais la démarche d'acceptation que ça peut prendre du temps raccourcit le temps que ça prend. Vous pigez l'idée? C'est le paradoxe. C'est qu'une fois qu'on a accepté que ça n'allait pas changer demain, ça libère des trucs qui favorisent le changement. Vous avez compris le truc? En gros, si on reprend le modèle merci de tout à l'heure, si vous avez un problème de conditionnement, qui peut changer très vite, mais que vous le cherchez à le changer très vite depuis des années, et donc vous vous enfermez dans un système de solutions inefficaces, parfois c'est en passant par le pilier d'évolution, dire ok, ça me demandait de l'évolution, ça va peut-être prendre 2, 3, 4, 5 ans. Le fait de changer d'endroit, de changer d'axe de travail, c'est peut-être ça qui va libérer le conditionnement. Vous suivez? Parce que le conditionnement, il était peut-être de vouloir que tout change tout de suite, de voir une justice, si j'ai eu une vie compliquée, je dois aller mieux maintenant. Ce genre de mécanisme qu'on retrouve beaucoup dans l'accompagnement. Je ne sais pas si c'était très clair. Non, on va revenir plus tard. Donc, la solution, à mon avis, la plus importante, c'est de petites actions quotidiennes qui vont favoriser cette évolution personnelle. Évidemment, je reviens sur la responsabilisation, tout ça, l'honnêteté brutale, apprendre à se connaître, etc. Mais le secret, c'est de commencer à faire de petites choses qui mettent dans la direction d'une évolution personnelle. Pour sortir de ce type de galère. Évidemment, après, il y a des galères, comme je disais au tout début, qui sont souvent liées à l'extérieur, qui ne sont pas aussi simples. Il y a des contextes. Quand on est en galère sur certaines choses, qu'on a des enjeux avec les enfants, la famille, le machin, l'argent, la société, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et donc après, on est plus dans l'arbitrage et dans la résilience de comment réussir à vivre avec une situation difficile. Il y a des gens qui sont là, qui sont dans une situation difficile. Il y a des procès, des machins, des trucs, des divorces, des séparations qui sont complexes. Et c'est pas en écrivant le matin 3 exercices de gratitude que ça va changer l'environnement extérieur. Mais l'attitude que vous avez par rapport à cette responsabilisation et au travail d'évolution personnelle, de regard sur soi, a un impact sur l'extérieur. Ça a l'air con à dire, mais c'est souvent assez intéressant. Voilà, en gros, on pourrait en parler encore pendant très très longtemps. Mais l'idée, c'est plus là, après de passer en mode plus échange, discussion, si vous avez des questions. Alors attendez, je crois qu'il y en a un peu dans le chat. Si vous avez envie de partager, que je vous aide aussi un petit peu sur votre réflexion personnelle sur ces sujets-là, il ne faut pas hésiter. Alors, il y a Damien qui dit « Tu bosses en priorité le facteur limitant du système et ça fait évoluer tout le système. » Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est si vous faites ce truc de notes là dont je parlais tout à l'heure, allez travailler en priorité la moins bonne note. Ça aura un effet sur tout le reste. Donc, si je comprends bien, tu dis que le problème est ailleurs. OK? Par exemple, le corps. Comment tu fais à bosser la partie corps? Et qu'est-ce que tu entends par le corps? Le corps, c'est le poids, la santé, le rapport à soi, etc. Non, je dis pas que le problème est ailleurs. J'ai dit qu'en travaillant ailleurs, comme il y a un effet systémique des problématiques, ça évite de s'enfermer. Imagine, tu as des problèmes de relations affectives, tu galères, à chaque fois tu rencontres des nains, des mecs, des machins, ça se passe pas bien depuis des années. Ok, il y a forcément un truc qui va déconner à cet endroit-là. Disons, pour prendre ceux qui connaissent un peu les structures sur lesquelles je travaille beaucoup, disons qu'il y a une peur de l'abandon qui tient. Okay, cette peur de l'abandon-là, comme c'est structurel, elles sont des peurs profondes qui sont ancrées chez nous, qu'on a tous à différents degrés, elle se joue aussi dans le rapport au corps, elle se joue aussi dans l'argent, dans le professionnel, dans les piliers que tu veux. Donc si le pilier qui t'intéresse, c'est l'affectif, d'accord, mais que tu galères à travailler dessus, que tu as déjà essayé des coachings, des séances, des machins, des thérapies, que c'est toujours le bordel, ça marche pas, tu passes sur un des autres, par exemple le corps, et en travaillant sur le corps, le poids, la santé, le rapport à soi, etc., ça va avoir un impact aussi sur ton regard sur l'affectif et le couple, puisque c'est la même structure qui est derrière.
D'accord? C'est pas que le problème est ailleurs, c'est que c'est parfois plus facile de travailler par une autre porte d'entrée, qu'à l'air pour la plupart des gens, pas du tout la même, mais qui est en fait la même structure. Moi, très souvent, je fais ça quand j'ai des gens qui m'appellent en affectif. Je questionne le pro. Surtout, à chaque fois, moi, j'arrive un peu en bout de course quand les gens m'appellent. C'est souvent, ils ont déjà essayé plein de trucs avant. Hein. Mais si c'est la première fois, c'est peut-être pas le sujet. Mais quand les gens ont essayé beaucoup de choses, c'est toujours intéressant. Et dans le pro, ça se passe comment? Comme les gens ne font pas toujours le lien, même quand on connaît le truc, on fait pas le lien. On se dit pas, ah bah oui, tiens, ce qui se passe avec mon patron, mes collègues, ma façon de voir mon travail, c'est la même chose que ce qui se passe dans mon couple, dans ma famille ou avec mes enfants. D'accord? Et comme on n'a pas, on n'attache pas la même importance au sujet, ben la structure bouge souvent plus facilement. C'était clair, ça? D'accord? C'est pas une recette miracle non plus, hein. Ça reste des structures qui sont pas évidentes à bouger, mais ça détache de... Quand j'animais Hypnose conversationnelle avec Jean Dupré à l'Arche, à l'époque, quelques années, on faisait cet exercice où on disait aux gens, on les faisait défendre des idées. D'accord? Par exemple, l'argent est important dans la relation thérapeutique. On affirmait une phrase comme ça, on disait à la personne, tu vas devoir défendre avec quelqu'un cette phrase pendant 10 minutes. Alors, on avait constaté, à chaque fois que la personne ne croyait pas à la phrase, elle la défendait mieux. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'attache. On n'est pas attaché. C'est une idée à laquelle je ne crois pas, donc je n'y mets pas d'enjeu émotionnel, donc je n'y mets pas d'attache émotionnelle, et donc je la défends mieux, je suis meilleur dans l'argumentation, je suis meilleur dans le travail. Donc dans le travail personnel, c'est la même chose. Si je mets beaucoup d'attache à rencontrer quelqu'un, qui en plus dépend d'éléments extérieurs, de plein de choses, ça va casser souvent. Je dis souvent, c'est pas une règle, mais ça peut nuire au travail parce qu'on va chercher des solutions, on va chercher des explications, on va chercher à mettre du sens sur plein de choses qui vont poser plus de problèmes. Alors que si on décale ça sur un autre système, on n'a plus cette attache et donc le travail est souvent plus rapide et plus efficace. D'accord? Donc même les gens qui sont spécialisés dans le poids, par exemple, ou dans les relations affectives, savoir changer d'axe et travailler sur des aspects qui n'ont rien à voir avec votre sujet est quelque chose d'assez important. Et même dans votre communication, pour ceux qui sont thérapeutes, coachs, etc., c'est intéressant parce que des fois, les gens ne vont pas comprendre pourquoi on travaille sur un autre aspect. Mais si vous savez leur expliquer que c'est les mêmes structures qui sont derrière et qu'elles se manifestent différemment, c'est plutôt pas mal. Et souvent, ça accélère quand même beaucoup le travail. Alors, attendez, je remonte un peu. Tac. Oui, c'est la roue de la vie, merci Chantal, c'est ça. Il y en a plein sur Google, hein. La roue de la vie, vous cherchez ça, c'est un truc très très connu. Hein. C'est un exercice simple que je trouve plutôt pas mal pour faire le point sur soi. Donc, et je rebondis sur ce que dit Laetitia aussi, sur l'écriture. Vraiment, moi je vous recommande vraiment d'écrire. Même, le but, c'est pas d'être écrivain et de publier les trucs, hein. C'est d'écrire tous les matins, au moins, à mon avis, au réveil, premier truc que vous faites, vous écrivez 10 minutes. Je pense que chez certaines personnes, il y a un manque aussi, pas d'objectif, mais de réfléchir à ce qui les rend heureux, ce qui les rend malheureux. En fait, les gens ont une demande simpliste de je veux être heureuse. Il faut peut-être définir ce qui rend heureux, et c'est vrai que ça, enfin, moins on définit, plus on s'éloigne en fait de ce que l'on veut vraiment. Ouais, bah là, on rentre après dans le système de galères complexes. C'est-à-dire que si les gens cherchent notamment à être heureux, c'est le meilleur moyen de s'enfermer dans un système où ça va être le bordel toute ta vie. Mm. Parce qu'on se retrouve dans ces mécanismes au moment où on se demande si on est heureux ou pas, on l'est plus. Et c'est des paradoxes de quête. C'est comme la quête contre laquelle je lutte, la quête de la meilleure version de soi-même, etc. Un peu les biais d'Ineo Spirit et de développement personnel. C'est qu'à chercher à être la meilleure version de soi-même, bah, on est toujours en train de s'autocritiquer, de se chercher des trucs, de vouloir s'améliorer, machin. Et en plus, on va commencer à travailler sur des systèmes qui sont des traits de caractère, des traits de personnalité, et pas forcément des trucs qui peuvent changer. Et ça va être un peu compliqué à bouger. Et donc, ça renforce les problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, qui peut être compliqué. Après, moi, j'ai dit, la base, c'est la responsabilisation et apprendre à se connaître. D'accord? Et l'honnêteté, ce que j'appelle moi l'honnêteté brutale, qui n'est pas un nom sexy, mais c'est important parce que c'est
assez désagréable, cette honnêteté-là, de se regarder dans le miroir, dire ok, mon problème c'est ça, qu'est-ce que pensent mes amis vraiment de moi? Et c'est pour ça que je dis que l'entourage est important. Se trouver des amis qui sont capables de vous dire ce qu'ils pensent de vous, au sens, si c'est vos amis, c'est qu'ils vous aiment bien, ok d'accord, mais on a toujours un endroit, des trucs que vous dites pas à vos amis. Pensez à votre ami, votre meilleur ami, je sais pas moi. Il y a forcément un truc que vous pensez d'elle, mais que vous lui dites pas, que vous lui avez pas dit. Et ce truc-là, c'est probablement un levier sur lequel elle aura besoin de travailler, si elle a besoin de travailler, pour évoluer dans son domaine. Enfin, quand tu fais l'expérience, tu les perds. Ouais, faut pas le dire à tes amis si t'as rien demandé. Ah ben, non, mais évidemment, j'entends bien. Je repense à une conversation qu'il y avait justement pour explication. Enfin, je te la fais courte. Ouais. Mais le fait de prononcer certaines choses, même avec beaucoup de... Ouais, ça reste difficile. C'est pour ça que c'est... Pour moi, c'est un critère d'amitié, mais c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis. mais c'est... Voilà, il y a des gens qui sont capables de le faire, il y en a d'autres qui sont pas capables de le faire. Hein. Je dis pas tous les amis, tu vois. Il y a différents degrés, mais une ou deux personnes comme ça dans l'entourage. Des fois, c'est pas forcément des amis proches. Hein. C'est des... Moi, je suis suivi par pas mal de monde depuis quelques temps. Il y a des stagiaires, c'est pas des amis au sens, ils viennent pas à la maison, ils connaissent pas, mais ils sont suffisamment proches. Il y a des gens à qui je parle, ce qu'ils me disent, ce qu'ils pensent. On échange sur Messenger, etc. Et ils sont capables de passer au travers du biais de l'autorité, de mon côté un peu machin, pour me dire des trucs qui m'aident, moi, à évoluer, à changer ma façon de travailler, etc. Donc, des fois, c'est pas forcément des amis, c'est peut-être des connaissances, des proches, etc. Justement, parce qu'il y a moins d'enjeux émotionnels. Ouais. Donc, mais le feedback externe est important. Quand tu dis écrire tous les matins 10 minutes, c'est écrire en lâchant le flow ou est-ce que tu as des questions que tu te poses pour t'aider à aller plus vite dans ta réflexion? Ça dépend. Tu peux utiliser des questions ou tu lâches le flow. Quand vous n'avez pas l'habitude, moi je recommande l'écriture où tu lâches le flow. Tu lâches sur des pages pendant 5-10 minutes, c'est bien. 10 minutes, c'est long. Hein. C'est 10 minutes, hein. C'est pas j'ai écrit 3 phrases et ça y est, je m'arrête. 10 minutes, décharger, sans s'arrêter, tout ce qui vous passe par la tête, de l'autocritique, du jugement, machin, la vie, le monde, la société. Des fois, c'est des trucs, je me lève, j'ai pas envie de bosser ce matin, de toute façon, c'est de la merde ce système, métro, boulot, dodo, passer sa vie à essayer de gagner de l'argent, c'est nul, c'est ça, écrire, c'est une décharge complète, j'en ai marre, de toute façon. Et puis, des fois, vous allez lâcher le flow, comme vous êtes obligé de le faire pendant 10 minutes, il va commencer à se passer des trucs intéressants. Parce qu'à un moment donné, c'est pour moi, hein, mais je pense pour beaucoup de gens, c'est presque une conversation avec des parties de soi, et en écrivant, c'est comme si une partie de nous répondait au travers de l'écriture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reprends l'exemple qui m'est déjà arrivé d'écrire. Ouais, de toute façon, travailler, c'est nul. Moi, je préférais ne rien faire, me balader, pas avoir besoin de gagner d'argent. Et à un moment donné, le texte se transforme en de toute façon, t'es tout le temps en train de râler. En fait, t'es un gros glandeur, t'as pas envie de travailler, t'es un feignant. Et en fait, le texte me répond. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'il ne faut pas mettre de jugement. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas écrire pour être publié. C'est un jeu avec soi de laisser le texte vous répondre, émerger. Et en fait, c'est cette partie de vous qui est en train de vous dire un truc. Et que souvent, on n'écoute pas cette petite voix qui est là, qu'on n'entend pas dans la glace, etc. Et qui vous donne un indice, peut-être, d'un endroit à travailler. Je prends cet exemple parce que moi, le « t'es tout le temps en train de râler », c'est un truc souvent. C'est vrai. D'accord? Au sens... parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne à la critique, je fonctionne au contre et à l'anti, donc c'est bien dans plein de choses, mais c'est mauvais dans plein d'autres trucs. Et donc cette partie-là, elle me répond. Et si je continue avec ça, je veux faire ça, je vais commencer la discussion avec. Ah oui, bah justement, moi j'aime bien râler, c'est intéressant. Oui, mais tu es tout le temps en train de râler, regarde. Et cet échange-là fait émerger des choses qui peuvent être intéressantes, ou en tout cas, ça décharge certains aspects. Vous voyez bien que dans l'exemple que je donne là, je viens de critiquer la partie qui critique et d'échanger avec elle, ce qui atténue déjà, ça a été fait le matin au réveil. Donc dans la journée, cette partie-là qui a besoin, parce que ce sont des parties souvent qui ont besoin d'exister, c'est pas des choses que vous pouvez changer, c'est des choses qui sont de l'ordre de traits de caractère et traits de personnalité.
c'est quelqu'un qui s'est décidé à imprimer un truc. Donc, si vous entendez du bruit, c'est l'imprimante. Euh, elles ont été apaisées et donc elles vont se manifester beaucoup moins dans la journée. Vous suivez? Si vous êtes quelqu'un plutôt triste, ok, et donc tu te lèves le matin, tu écris, tu es plutôt triste, tu vas décharger ces tristesses, échanger avec cette tristesse. Ce besoin d'exprimer une certaine sensibilité, une certaine émotion, une certaine tristesse a été satisfait le matin au réveil. Il est moins présent tout le reste de la journée, et donc la journée se déroule mieux. Tout l'intérêt de l'écriture thérapeutique le matin. Vous pouvez le faire le soir aussi, ça peut aider à dormir, etc. Ça peut décharger, ça peut préparer des trucs. Il y a l'exercice, tu peux écrire sur la gratitude. Ça, pour moi, c'est deux choses différentes. La gratitude, je te recommande de le faire aussi. C'est écrit sur 3 trucs le matin pour lesquels tu as de la gratitude. En général, je recommande un truc simple, un truc un peu moins simple et un truc très difficile. Donc le simple, c'est merci pour l'eau chaude, toi, un truc du quotidien, un truc qui est accessible à plein de gens. Un peu moins simple, c'est des choses plus liées à la vie, relations, au couple, ce que tu veux. Et des choses difficiles, c'est on arrive à dire avoir de la gratitude pour des choses qui nous ont fait souffrir, des traumas, des expériences pas faciles, des gens qui nous ont fait du mal, etc. etc. Ça, c'est le stade d'après. Qu'on ne fait pas si ça vient de vous arriver. Hein. Si vous venez de vous faire renverser en voiture par quelqu'un la veille, c'est peut-être pas le meilleur moment pour dire merci au conducteur. Mais 2, 3, 4 ans après, si ça vous a aidé à évoluer, c'est pas inintéressant. Il y a toujours un peu de nuance dans tout ça, quoi. Ok. Oui, Benjamin, c'est prier sans le dire, en fait. C'est un peu ça. C'est une démarche de spiritualité, hein, de travail d'écriture, de gratitude, de responsabilisation. C'est une démarche spirituelle. Mais pragmatico-concrète, sans besoin d'aller faire des câlins aux arbres, etc. Et ça fait des années, moi je recommande cet exercice d'écriture le matin, il y a peu de gens qui le font. Je vous dis, le piège, c'est qu'on se dit, bon, c'est pas ça qui va m'aider à trouver des clients. Bah oui, mais fais-le pendant 6 mois et on verra. Oui, D'autres questions? Ouais, sur les questions sur la roue de la ville, hein, sur comment tu mets les notes en fait, parce que c'est sur les critères, par exemple, tu prends vie sociale, bah, il y a une personne qui peut être assez solitaire, bon, finalement qui va croire être très bien comme ça, qui ne voit pas forcément l'idée de le développer, et en fait, ça peut être quand même un axe de développement. Enfin, tu vois, c'est Attends, je réponds sur la gratitude pour la continuité. Il faut forcément de nouvelles choses chaque jour. Non, pas forcément. Tu peux répéter les trucs, le dire un petit peu autrement, laisser venir ce qui vient. Ce qui est pas mal, la gratitude, personnellement, moi j'aime bien le faire soit le matin de la veille, soit le soir de la journée. C'est-à-dire que le soir, je me pose. La gratitude, c'est très rapide, hein, c'est 3-4 minutes, le temps d'écrire en gros. Je dis, tiens, 3 trucs dans la journée pour lesquels j'ai envie de dire merci. Et j'écris dessus. D'accord. Ouais, j'ai promené mes chiens, c'était sympa. J'ai croisé un voisin, c'était cool. J'ai de la chance de pouvoir marcher en forêt avec mes chiens, discuter, des trucs simples. Tu vois. Comme ça permet de. Moi, je préfère la version le soir sur la journée, parce que ça me permet de me coucher en ayant un regard sur ma journée sympa, même si elle était un peu chiante, un peu relou. Quoi. Voilà, ça, c'était pour répondre sur la gratitude. Pour répondre à ta question, Benjamin, c'est un exercice qui n'est pas facile de pouvoir répondre à ces questions, mais ta question présuppose qu'il y aurait une bonne façon d'être dans le pilier sociabilité, par exemple. ouais. La question, c'est toi, enfin, en tout cas la personne qui fait l'exercice, à quel point elle se sent sur une note 10, et je suis parfait à cet endroit-là, j'adore, je kiffe, c'est vraiment super. Et 1, c'est vraiment un endroit où je suis pas à l'aise, il faudrait que je travaille, j'ai pas d'amis, nanana. Ça me rend malheureux. C'est mon état émotionnel par rapport à ce sujet. Donc ça demande un peu d'introspection. Mais si quelqu'un est solitaire, qu'il n'aime pas trop les gens et qu'il se met 8 sur 10, il n'y a pas de problème. D'accord. Et c'est une roue évolutive, c'est jamais un truc fixe. Parce que tu peux te mettre 8 sur 10 aujourd'hui en sociable, par exemple. Ok.
Je prends un exemple. Quelqu'un qui aime pas les gens, qui est très timide, qui veut pas voir le monde, qui est pas à l'aise, blablabla, mais qui est un peu dans le déni et qui s'est mis un peu en mode c'est comme ça que j'existe, moi je suis différent, donc je me mets 8 sur 10. Mais il va travailler sur sa spiritualité, son corps, les relations affectives à côté, sur les autres aspects de la roue, qui vont peut-être monter. Il va se dire mais en fait en sociabilité, j'avais mis 8, mais en fait je suis à 2. Tu comprends? Hmm. C'est pour ça que c'est. Tout l'intérêt de ce truc-là, c'est de le faire assez régulièrement. Ou alors ça restera à 8, mais ça aura complètement changé parce que les autres aspects auront bougé. Ok. Donc, pour un exemple personnel, moi je dis souvent j'aime pas les gens. La plupart des gens savent que c'est pas vrai, c'est une façon de parler. Moi j'aime bien être seul, j'aime bien la tranquillité, ce qui est pas du tout pareil. Mais je me rends compte qu'en fait je suis hyper sociable. Plus que ma femme, mes enfants. Moi, je parle, je connais tout le monde dans la résidence. Je parle aux gens, on discute, je vais à la piscine, je discute avec des gens, je croise quelqu'un dans la forêt, je m'arrête, je discute avec les gens, etc. C'est assez nouveau. Avant, je le faisais moins. Hmm. Et en fait, je me rends compte que j'aime ça. Parce qu'il y a probablement des trucs qui ont bougé dans l'aspect de qui je suis en tant que personne. Et donc, c'est plus. Je vais pas non plus, faut pas déconner, hein, je vais pas aller en boîte de nuit, j'aime pas sortir, j'aime bien rester chez moi, etc. Mais la façon de vivre, il y a de l'écho, la façon de vivre cette solitude et cette tranquillité a radicalement changé. Et je m'en suis rendu compte plus cet été, par exemple. Comme on avait le chien, ma femme, elle aime bien faire les petites boutiques de souvenirs dans les villages, exactement grâce au chien. J'étais à l'extérieur et le chien, comme elle fait un peu chien-loup, qu'elle est assez jolie, elle attire le contact. Donc les gens ils disent ah là là, il est beau votre chien. Nanana. Et en fait, je me retrouvais, à chaque fois que ma femme elle sortait du magasin, je me retrouvais à discuter avec les gens, que j'ai la conversation, etc. etc. Et donc la sociabilisation par les chiens me fait me rendre compte qu'en fait, j'étais plutôt sociable, que j'aimais bien les gens. Les gens me font salut de la main à l'autre bout de la résidence, etc. Et ça, pour moi, c'est nouveau. Je pense que ça a toujours été là. Bon, avant, on n'avait pas de chien, mais je discutais avec les gens à l'ascenseur. J'essayais de toujours faire une blague, d'embellir un peu la journée des gens. Avec une petite blague, un truc. Ouais, tout le monde n'aime pas mon humour, mais c'est pas grave. Et le jour, je sors de la résidence, il y a un petit portail pour entrer. Il y a une dame qui est là, elle a ses sacs de course, et je sens qu'elle cherche sa clé. Et donc, je m'approche. Moi, j'ai la clé, évidemment. Et je lui dis, mais vous avez le droit d'être là? Elle me dit, en plus, j'avais les deux chiens, dont un qui fait un peu chien de police malinois. Elle regarde, oui, mais attendez, je vais vous chercher mes papiers. Je dis, non, non, mais je t'écoute. Bref, tout le monde n'est pas à l'aise avec mon humour. Mais bon, ça lui fera un truc à raconter le soir. Bref, donc ça peut évoluer même si la note n'a pas changé. Tout ça pour dire ça. C'est bon? T'as répondu à ta question? Ouais, merci. Et c'est pour ça que je disais aussi, attention, c'est bien de faire cet exercice et de le faire valider par quelqu'un qui vous connaît bien. Parce que moi, la première fois que j'ai fait ce genre de truc, j'avais mis dans certains machins des trucs. Et quand t'as quelqu'un qui connaît bien à côté, qui te fait les gros yeux, qui se fait les sourcils, là, bon, ça peut être intéressant de créer un échange. Et bah oui, moi je pense ça. Ah non, attends, n'importe quoi, tu mets ça, mais en fait, t'es comme ça, là et là, tu réagis comme ça. Et ça doit vous faire ça. Si vous avez déjà fait faire un test de personnalité à votre conjoint, à un ami, vous voyez répondre des trucs, vous faites ah bon, n'importe quoi, pourquoi tu réponds ça? En fait, comme dans ces trucs-là, on a tendance à répondre sur l'exception plutôt que la généralité, on est biaisé. D'accord? Parce que les types, les questionnaires, les trucs qu'on a en ligne, tests de personnalité, etc., les gens vont avoir tendance à répondre sur l'exception et pas sur ce qu'ils font généralement. Et l'exception, c'est pas qui on est. Donc, tu as intérêt d'avoir un copain à côté qui peut vous recadrer sur certains trucs. En tout cas, vous questionner. Si sa réaction est forte, c'est probablement qu'il y a un biais chez vous. Oui. Par rapport à la question de Benjamin et le domaine de vie dont tu donnes, j'aurais une tendance à rajouter un filtre qui est l'équilibre. Par exemple, sur le côté social, quelqu'un qui va se mettre 9, 10, je suis hyper social, est-ce que quelque part, ça ne montre pas aussi un problème? Normalement, il y a un certain équilibre à avoir
j'ai trop d'amis, peut-être qu'il y a quelque chose que je cache, et bien que je peux pas en avoir conscience parce que c'est justement la ligne dont tu parles qui pourrait aider à comprendre que oui, mais là, il y a un problème. Ouais, parce que, encore une fois, tout l'intérêt de cet exercice-là, c'est en travaillant sur les aspects les plus bas, ils font aussi évoluer sur lesquels on s'est mis une bonne note. Ce que je disais tout à l'heure. Si tu te mets neuf, comme tu dis, à quelqu'un qui a des amis partout, qui est tout le temps à gauche, à droite, jamais chez lui, qui ne sait pas se poser, probablement qu'on pourrait dire qu'il y a un problème. Ok. Probablement. Faudrait. Mais peut-être que cette personne-là, en travaillant sur le corps, sur les relations affectives, sur le rapport à l'amour et aux émotions, qui sont peut-être bas, elle va dire, ça va, ces niveaux vont remonter. Et en fait, le rapport au social, aux amis, au groupe, à l'environnement va bouger aussi. D'accord. Donc, en fait, soit la note est bien parce que c'est juste la personne se connaît bien, soit elle se connaît mal et c'est un excès, mais ça bougera avec le temps en travaillant sur un autre aspect. Le fond du message, c'est que c'est en travaillant sur d'autres aspects qui ne sont pas une priorité que ça bouge. Pour ceux qui font de la thérapie, du coaching, de l'hypnose, etc., vous avez déjà vu ça. Vous faites une séance, la personne ne vous parle pas d'arrêt du tabac du tout, elle vient même pas pour ça. Elle vient pour un truc sur le corps, un deuil, un décès, je sais pas quoi. Vous travaillez ça, elle dit ah, au fait, j'ai arrêté de fumer. Ça vous est probablement déjà arrivé, c'est assez fréquent, parce que ce n'était pas un sujet, ce n'est pas une priorité. Donc on a travaillé sur des aspects émotionnels qui ont permis de libérer d'autres trucs. C'est l'intérêt de cet exercice-là. Et trop souvent, les gens s'enferment eux-mêmes dans leur système parce qu'ils veulent changer, ils mettent leur priorité sur l'axe de changement, et c'est souvent là que ça va pas marcher. Ça va même renforcer le problème. C'est comme ça que se créent des habitudes où les problèmes deviennent des marques identitaires, où c'est plus un problème de comportement, c'est plus une habitude, c'est une identité, c'est devenu qui je suis. C'est je suis quelqu'un qui a des problèmes sociaux ou de relations affectives ou avec l'argent, parce que c'est devenu c'était tellement une priorité pendant des années que ça partira plus, parce que c'est devenu qui on est. Vous avez pigé? On retrouve ces mécaniques-là avec les chiens, notamment parce qu'on parlait des chiens. Des fois, à vouloir corriger un comportement, on va le renforcer. Donc, il ne faut pas corriger le comportement, il faut déplacer l'énergie du comportement sur autre chose. Parce que c'est là depuis tellement longtemps, c'est tellement ancré que ça ne peut pas bouger. Ou alors, c'est pas pratique, il faudrait le reconditionner, le redéconditionner tous les jours, pendant 2 heures par jour, pendant des années. Donc, il faut déplacer l'énergie sur autre chose. Et très souvent, c'est ce que je dis, c'est ce que moi j'appelle le pilier d'évolution et d'intégration, c'est qu'au lieu de changer quelque chose, d'essayer de l'arrêter, est-ce que l'énergie qui est mise à un endroit, elle ne peut pas être déplacée sur quelque chose d'utile? C'est plus simple. Oui, Magali, je conseille de commencer par cette roue de la vie. Enfin, il y a d'autres outils intéressants, hein. Il y a le modèle Merci, là je parlais tout à l'heure, de regarder à peu près où est-ce que ça peut commencer à bouger. Mais je trouve que l'exercice de la roue de la vie, il est assez simple à faire. En plus, c'est assez connu, donc tu le trouves partout sur Internet. Et ça permet de voir assez vite comment tu fonctionnes. Ouais, alors discipline, oui, j'aime pas trop le mot parce que c'est souvent vu avec une notion de foi, il faut se discipliner, se forcer. D'accord. C'est plus une petite habitude. En pleine l'écriture, si écrire c'est compliqué, bah vous commencez par 30 secondes le matin, c'est tout. Puis une fois que 30 secondes c'est bien, vous mettez 1 minute. Une fois qu'une minute c'est fait, vous mettez 2. Si t'as jamais écrit de ta vie et que t'aimes pas ça, commencer par 10 minutes le matin c'est trop. Donc c'est toujours un peu les mêmes systèmes d'habitude. On met au seuil d'inconfort, mais pas trop. Si c'est trop, ça va pas marcher, ça va pas tenir. Il faut obligatoirement que ça passe par l'écriture. Tu peux pas parler à ces parties? Je pense que l'écriture, l'écriture, c'est un vecteur qui est particulier, surtout si c'est fait à la main ou au stylo, parce que c'est lent, l'écriture. Et donc, c'est assez difficile d'écrire et de penser en même temps. Si tu arrives à écrire, à penser en même temps à autre chose que ce que tu écris, c'est que tu as suffisamment cette habitude d'écrire et que justement, tu rentres dans cette phase d'observation de soi, et donc qui est presque une transe personnelle, qui est assez intéressante, où c'est comme de l'auto-hypnose, une forme de méditation. Et en plus, le processus est ascendant, ça force à poser les pensées. Comme je disais dans un des articles, si tu veux savoir
tu veux connaître ton niveau de connaissance d'un sujet, écris. Parler, c'est facile. Parce que parler, tu as l'interaction. Mais l'écriture, de poser par écrit quelque chose que tu puisses relire de façon structurée, claire, et machin, il y a que, c'est quasiment le seul moyen de savoir si tu connais bien un sujet. Et Et très une fois que souvent, tu as les écrit, gens disent, moi le premier... Hein? une Pardon, fois que tu vas-y. finis d'écrire, tu en fais quoi? Tu laisses, tu te poses des questions, tu... En Ouais, fait, rien, c'est le processus qui est intéressant. Dans l'exercice que j'ai donné. Hein. ok. Mais c'est un... Il y aura Parce forcément que un processus. Ce que je veux te dire par là, c'est écrire pour écrire, ok, mais s'il en ressort rien, si... ou s'il en ressort des choses et que tu les as pas intégrées, en fait, c'est juste tu laisses faire. Il n'y a pas de, après, de questions à te poser pour aller. tu fais confiance au système. Ok. Le système, c'est j'écris un peu tous les jours et je fais confiance au processus, qui est un truc qui est quand même euh, fait par beaucoup de gens et sur lequel il y a beaucoup de témoignages. Et ce système-là, d'écrire un petit peu tous les jours sur soi et de laisser le flow sur les pensées brouillards, machin, ce qui vous embête, a un effet thérapeutique. Point. Si tu veux aller plus vite à côté, tu fais autre chose à côté. Et tu peux pas attendre de l'écriture la même efficacité que si tu allais voir un coach, un mentor, etc. Mais c'est une petite accumulation. Et justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans ta question, c'est que dans ta question, on entend j'attends un résultat. Okay, ce qui est normal, hein, mais cette démarche d'avoir quelque chose où on fait confiance au système et au chemin sans attendre forcément de résultats immédiats est une démarche thérapeutique. Pigé. J'accepte de faire un truc, je ne sais pas où ça va mener, je ne sais pas si ça va me donner un résultat matchant, mais je fais confiance au processus à moyen et à long terme. Cette démarche d'attention à moyen et à long terme et de faire confiance, d'avoir la foi dans un système sans en attendre quelque chose de retour immédiat, est, à mon sens, un des piliers les plus importants du changement d'évolution personnelle. On passe de l'attente à court terme à une attente à moyen et long terme, qui est un truc assez important, qui sort de la dopamine, de l'immédiateté, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a plein d'effets sympas à l'écriture qui sont des effets un peu cachés. On est bon? Dernière question pour la route? C'est bon. Moi, j'ai une question, Laurent. Ouais. C'est David qui parle. Dans les processus de changement, est-ce que tu dirais que un des facteurs limitants, c'est que les gens n'acceptent pas l'inconfort lié au changement? C'est-à-dire de lâcher ses schémas, ses habitudes et d'accepter de traverser des peurs, de justement ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir quel va être le résultat. Tu vois, la notion d'inconfort dans le changement. Bah ouais. Après, quand ça arrive, c'est souvent que ça va trop vite. Ou alors, c'est que les gens, c'est qu'on travaille sur un truc qui peut pas bouger. Il faudrait définir la notion d'inconfort. Chez les chiens, comment ça s'énerve. C'est définir la notion d'inconfort. Est-ce que c'est un inconfort parce que j'ai peur de l'inconnu, peur du changement? Ok, ça peut se travailler. Ou alors c'est qu'on va un peu trop vite. Ou qu'il y a des enjeux de système, le couple, les enfants, la vie, machin. Ou est-ce que c'est un inconfort parce que c'est une mise en échec? Au sens de travailler sur des choses qui sont de l'ordre du trait de caractère, de la personnalité, de nos propres besoins fondamentaux, personnels, génétiques, ce que tu veux, qui vont pas bouger. D'accord? Je prends l'exemple des chiens, parce que c'est plus clair. Okay. Si tu as un chien, ce que je disais dans une des covisions la semaine dernière, si tu as un husky, moi j'ai un husky là. Oh, ça suffit! Excusez-moi. Si tu as un husky qui est une race qui est faite pour courir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, et que tu l'enfermes et qui couine toute la journée parce qu'il est enfermé quand tu es au travail 15 heures par jour, et que tu vas voir un éducateur canin, tu te dis je voudrais que mon chien il arrête de couiner, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il est câblé pour courir, c'est un besoin fondamental, il en a besoin. Donc c'est à toi de le faire courir. Okay, pour les humains, c'est pareil. Si tu as besoin, si tu es quelqu'un de très sociable, attendez. Je vais gueuler un coup, donc je vous coupe. Non, voilà.
À côté, j'ai un chien, l'autre, c'est plus un chasseur. Ok, toujours le nez par terre. Il est toujours en train de renifler un truc. Dès qu'il entend, il chasse. Et c'est pareil. Si le chien là, tu le fais que le balader autour du pâté de maison, tu l'emmènes jamais en forêt, renifler des trucs, tu lui fais pas faire des jeux de va chercher, tu caches un objet, machin, pour qu'il son besoin soit satisfait. Tu peux essayer de travailler sur ce que tu veux. Il sera dans l'inconfort en permanence, dans le stress, dans le sentiment d'incompétence. Bah, pour les humains, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, c'est un peu plus complexe parce que on n'est pas. Nos races et nos origines ne sont pas formatées et sélectionnées pour qu'on soit voilà, libertin. On n'a pas été sélectionné pour faire des lives sur Internet, tu vois. Les Mickaël, ils n'ont pas été sélectionnés. Donc... Mais on a quand même des besoins comme ça, qui sont fondamentaux, qui sont différents pour chaque personne. Et pour ça que la connaissance de soi est importante, c'est qu'on arrête de lutter contre un système. Moi, c'est un de mes axes de travail les plus importants, c'est que je reprends mon exemple souvent. Moi, j'aime apprendre, j'ai découvert des trucs, je me mets avec des chiens, je me mets à l'éducation canine, je fais des formations, des séminaires partout, machin. J'ai pas de but associé à ça, c'est juste que je prends un plaisir dingue à apprendre des nouvelles choses, à comprendre comment ça marche, à comprendre les systèmes. Je discute avec des gens qui font de la compétition de très 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 haut niveau sur l'éducation canine. J'adore ça. Non, je vais pas en faire mon métier, non, m'en fous. C'est juste que j'aime apprendre des trucs. Tu m'enlèves ça, je meurs. Okay, et donc, si je veux voir quelqu'un et je dis, bah, je voudrais être plus posé, pouvoir prendre un objectif, travailler dessus pendant 3 ans et vraiment me focaliser là-dessus et faire que ça, je vais dans le mur parce que c'est pas dans ma nature. Et là, la difficulté, elle vient de trouver vraiment de la nature et du truc, ou de trauma, de machin, tout ça. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, je trouve que les gens travaillent, qui sont en fait des traits de caractère et ils luttent contre eux, alors qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Ça répond à des questions. Donc, il faut arbitrer sur qu'est-ce que ça veut dire l'inconfort. Ouais. En fait, tu veux dire qu'il y a différents types d'inconfort. Il y a celui qui sera inhérent à la personnalité, au fonctionnement. Celui-là, ben, il vient dire qu'il ne faut pas toucher. Et il peut y en avoir d'autres, c'est aussi d'aller trop vite. Et il y a là une part qui est peut-être en panique parce que le processus va trop vite, c'est ça? Ouais. Ouais, et puis quand on accompagne, parce que ta question, c'est celle d'un accompagnant aussi beaucoup, c'est qu'on oublie, nous, le chemin qu'il nous a fallu pour arriver à notre processus de changement. Comme je dis souvent, moi, j'ai découvert l'hypnose en 2001, j'ai quitté l'informatique en 2010. Et je me marre toujours quand les gens ils me disent « Ah là là, t'as été courageux, t'as fait ça vite, de quitter l'informatique. » Non, ça m'a pris 8 ans. C'était pas aussi intense au début, mais c'est un processus de réflexion qui a pris vachement de temps. D'accord? Et donc, sur le coup, sur plein d'aspects, c'est des choses... Et souvent, une fois qu'on a changé, comme on est content d'avoir changé, parce qu'on a nous-mêmes supprimé les peurs de l'inconnu, de l'inconfort, etc., on se dit, bah, change vite, tu vois, c'est vachement agréable de changer. Mais on oublie que nous aussi, on est passé par ces phases d'inconfort, compris du temps, de réflexion, d'analyse, de questionnement. Et donc, on va avoir tendance à les projeter sur les enfants, l'entourage, le couple. Et c'est ça qui crée aussi problème. Et après, il y a l'inconfort qui est l'inconfort conscient. Ah, mais j'ai peur de changer. Et puis, l'inconfort qui est purement automatique. Et donc, là, c'est pareil. Soit c'est un inconfort qui dit attends, t'essaies de changer un truc qui n'est pas toi. Donc c'est pas de l'inconfort. C'est un changement de direction. C'est un recadrage interne. Tu vois ce que je veux dire? C'est une partie de nous qui nous dit attends, arrête de faire n'importe quoi. Essaye pas de changer. Tu es très bien comme tu es à cet endroit-là. Fais-en une force. Et il y a l'inconfort qui est oui, il y a la peur de l'inconnu, à des traumas, des choses. C'est tout l'intérêt souvent d'être accompagné à cet endroit-là par des gens qui ont un peu la bouteille. Parce que c'est pas évident de trouver des finesses. Et en plus, tu peux avoir tout en même temps. Ouais, donc, il faut tout travailler en même temps. Merci pour la réponse. Voilà. Sur ce, je vais aller sociabiliser avec les voisins et promener mes chiens. Ça va? On est bon? Ouais, ça marche. Ouais. J'espère que le format vous a plu. Pour ceux qui avaient plus l'habitude des co-visions, je me dis que c'est sympa d'aborder des thèmes comme ça, puis d'échanger entre nous autour de ça. Et si vous avez des questions... Je mettrai ça. Ceux-là, ils sont sur. Je vais les mettre sur YouTube, un truc comme ça. Donc, Oui. Et voilà. Sur ce, bonne journée à tous. À la semaine prochaine pour les collisions. À dans 15 jours pour le prochain thème. Ciao, ciao. Laurent, merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée.